Bon, bonjour. Je viens de vous présenter quelqu'un que je ne connais pas. Je ne me suis jamais représenté comme ça, mais c'est beaucoup plus important que je ne suis. En tout cas, je voulais vous dire une chose, je suis très content de revenir au Maroc. Ça fait 12 ans que je n'étais pas revenu. J'ai travaillé avec cette université, avec un programme européen pendant pas mal de temps. J'ai travaillé avec Claude Courlet, Taouil, enfin beaucoup de gens du coin. Et je dois dire que c'est toujours un plaisir de venir chez vous. C'est vraiment un pays où les gens sont très accueillants et agréables. Voilà. Et on a avec eux des liens d'amitié assez forts. Bien, alors maintenant je vais vous parler, je vais peut-être être un peu plus long, mais je vais essayer de le raccourcir parfois. De toute manière, vous pourrez toujours poser des questions après. Mais je voulais présenter les choses de manière, comment dirais-je, presque empirique. Comment on peut voir les choses. Alors après l'effondrement de l'Union soviétique, et la fin de l'histoire a été décrétée par Francis Fukuyama. C'est-à-dire que, dorénavant, le fait qu'il n'y ait plus un système antagoniste voulait dire qu'on allait avoir une paix éternelle. Qu'on allait progressivement découvrir partout la démocratie et qu'on allait découvrir partout la liberté, etc. Évidemment, quand cette présentation a été faite, elle a rempli tous les journaux du monde entier et on rejoignait enfin la fameuse main invisible dont parlait Adam Smith. Cette main invisible qui fait que si chacun suit son intérêt personnel, on aboutit à la meilleure situation possible pour tout le monde. C'est assez extraordinaire. Sauf que d'abord, il faut savoir quel est l'intérêt personnel, qu'est-ce que ça veut dire, et ensuite, comment ce miracle pouvait se faire. Et on s'est rendu compte dans l'histoire de notre société que les guerres sont revenues très rapidement, et que cette fameuse lancée d'idées sur la fin de l'histoire était une erreur qu'on pouvait évidemment tout de suite présager. De la même manière, on est dans un système marchand productif dans lequel chaque fois qu'on produit, c'est bien, sans s'interroger sur ce que l'on produit, sans s'interroger sur les difficultés à produire, sans réfléchir non plus sur ce qu'est la consommation et quel type de consommation, quel est le type d'égalité, d'inégalité entre les peuples et celle entre les classes sociales. Nous allons voir, donner simplement quelques indications, et vous verrez que quelque part, c'est surprenant qu'on accepte aussi facilement la théorie économique. D'abord, la théorie économique a toujours oublié les questions sécuritaires. Comme si, lorsqu'il y a une économie de compétition, elle était nécessairement pacifique. Alors qu'elle modifie profondément les conditions de vie des personnes, alors que, d'une certaine manière, c'est imaginer que la théorie marginaliste a toujours raison, celle qui pense que nous sommes tous payés à notre rémunération, à notre productivité marginale, et donc que tout le monde est content du système dans lequel il vit. Si chacun reçoit ce qu'il a fait en termes de productivité marginale, alors on n'a pas besoin de s'en occuper plus que ça, c'est une forme d'égalité. En fait, on se rend compte que les inégalités sont considérables. D'abord, les États, il y a certains qui possèdent des ressources naturelles, d'autres pas. Il y a des agences économiques qui disposent d'une protection sociétale et commerciale grâce aux brevets, par exemple. Les brevets, on peut en discuter, pourquoi ils existent. Si c'est pour l'humanité, si c'est pour un virus dangereux, pourquoi y a-t-il à payer un brevet? Troisièmement, qui respectent les normes environnementales. Si vous êtes dans une région dans laquelle vous tuez la biodiversité, vous permettez le réchauffement climatique, se pose un problème. La production en elle-même ne peut pas se justifier par n'importe quoi. Et enfin, selon que chacun désire avoir une autarcie suffisante. C'est le vrai problème. Le Covid-19 a mis en évidence le fait que d'un seul coup, il y avait des ruptures
de comportement, qu'il y avait des approvisionnements qui pouvaient plus se faire, que certains se réservaient les virus, pas les virus, mais se réservaient les médicaments contre le virus, et d'autres ne pouvaient pas l'acquérir. Et on voit bien qu'à travers ça, on a changé cette idée que tout le système économique devait commercer internationalement sans problème, et on s'est rendu compte d'un seul coup qu'on était obligé de passer à ce que les Américains appellent le friendshoring, c'est-à-dire l'idée que le commerce entre amis et alliés est le seul réalisable. Donc vous voyez bien qu'on a des problèmes. Enfin, il y a les pulsions de domination politique, l'application des valeurs économiques du mercantilisme, on revient en arrière, l'essor des autocraties, on va en discuter, les pensées théocratiques des États qui conduisent à des conflits qui ne sont pas d'essence purement économique, mais qui vont avoir évidemment des incidences économiques considérables. Donc, de manière plus générale, le monde d'aujourd'hui est dominé par de fausses vérités, par des arguments spécieux, qui privilégient certains intérêts au détriment, justement, de la recherche du bien-être des populations, dans le respect de leurs voisins, et dans le respect des générations à venir. Nous avons 8 hypothèses que nous allons aborder successivement. La première, c'est la main invisible ou la fin de l'histoire. J'y reviens. J'ai travaillé sur Adam Smith et je me suis rendu compte que les hypothèses qu'il mettait en évidence sont tellement strictes que la main invisible ne peut pas exister. D'ailleurs, il n'aborde la question de la main invisible qu'en détour d'une phrase. Mais on l'a reprise et on l'a utilisée pour dire le capitalisme conduit nécessairement à la meilleure solution possible. En réalité, il dit, alors, ça ne fonctionne pas s'il y a des monopoles, des oligopoles. Ça ne fonctionne pas si la division du travail est abétissante, si elle est mécanique, si elle est sans considération humaine. Ça ne marche pas s'il n'y a plus d'esclavage. Il est écrit en 1776, alors que l'esclavage était là. Il est contre l'esclavage, contre les colonies et contre tout rapport de domination. Comment on a pu accepter la main invisible alors qu'il y avait de l'esclavage, la colonisation, etc., et qu'on a trouvé que c'était bien d'utiliser la main invisible, alors que lui-même dit qu'elle ne peut pas exister si ces conditions-là sont réalisées. Enfin, au niveau de la rationalité, la théorie des jeux modernes a démontré que la situation smithienne de la main invisible n'avait strictement aucune chance de se réaliser. Quelles que soient les hypothèses utilisées, elle est plus favorable. Donc, quand on vous parle encore de la main invisible, vous savez que mathématiquement, eh bien, on démontre que ça ne peut pas fonctionner. Alors, vous voyez que l'intérêt individuel n'est pas si pacifique que ça. Héraclite, l'obscur, comme on l'appelait au 5e siècle, rappelait que la guerre est la mère de toutes choses. Dans l'Antiquité, la guerre permettait aux citoyens grecs de se libérer du travail domestique, en faisant des vaincus des esclaves. L'esclavage est toujours une des plus vieilles institutions qui existaient dans l'humanité. Les premiers économistes et mercantilistes ont toujours justifié la guerre militaire et les armes économiques comme un moyen efficace pour assurer le pouvoir du roi, lequel pouvoir ne devait dépendre d'aucun fournisseur étranger. Une question qui se pose aujourd'hui, évidemment, pour nombre de pays dans les domaines des terres rares, puisqu'on a de moins en moins de terres rares, de la technologie, dépendant tous des États-Unis, ou de l'énergie, dépendant des pays pétroliers. On voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes dépendants, et donc cette dépendance-là pose problème. Mais en même temps, regardons les pays qui se sont développés. Le Royaume-Uni, pays dit libéral, l'un des fondateurs du capitalisme, il a bâti son développement économique grâce à l'application des actes de navigation qui sont un acte de protection de l'économie. Londres a usé ensuite de la force militaire pour la colonisation de ce qui deviendra le Commonwealth, en imposant des règles économiques favorables à la métropole par la force, notamment en Inde,
dont le niveau de développement de certaines régions était au moins équivalent à celui de l'Angleterre. Il faut donc penser que là, il y a eu vraiment destruction du développement économique d'une nation. Donc, quand on parle de la responsabilité des pays colonisateurs, bien sûr qu'elle existe. On prend un autre exemple. Prenons les États-Unis. Les États-Unis sont toujours défendent Jefferson, le libéral. Et ils ont toujours mené une politique hamiltonienne de protection. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. On dit, il faut faire ça, et vous faites l'inverse. Ils ont réussi à se libérer de la colonisation anglaise, et leurs politiques ont oscillé constamment entre la fermeture de leur marché et l'ouverture, dans certains cas, lorsqu'ils étaient dominants, et notamment à la fin des guerres. S'il n'y avait pas eu la guerre d'indépendance, les États-Unis auraient pu avoir le même destin que l'Inde. Il faut donc prendre en considération ces éléments-là. Toute guerre n'est pas inutile lorsqu'il s'agit de libérer un pays colonisé. Pendant la guerre de sécession entre les États du Nord, les Yankees, et les États du Sud, avec l'esclavage, on a réussi à l'élimination de l'esclavage aux États-Unis. Mais mes collègues Fogel et Engerman ont fait une étude pour démontrer que les esclaves noirs au milieu du XIXe siècle avaient des conditions de vie supérieures aux ouvriers du Nord. Car eux, ils avaient un travail fixe, ils avaient un logement, ils avaient de la nourriture, car ils considéraient comme c'était du capital. Et le capital, ça doit se conserver. Par contre, ceux qui travaillaient dans le Nord, qui étaient supposés être libres, ils étaient surtout libres de crever de faim. Ils n'avaient pas de logement. Et quand vous voyez les vieux films de Charlot, le vagabond, il représente un petit peu cette misère qui existait. Et quand il y a eu cette transformation, on a tous dit c'est bien la fin de l'esclavage, et c'est pas pour dire que l'esclavage c'est meilleur, mais c'est pour dire quand même que le capitalisme peut, à partir de la liberté, exploiter encore plus les autres. C'est l'histoire. L'Allemagne de notre collègue Friedrich List a refusé l'idée du libre-échange, en considérant que le commerce ne pouvait être engagé internationalement que si les pays avaient le même niveau de développement. Que s'ils n'ont pas le même niveau de développement, eh bien, ils s'appauvrissent. Et l'Allemagne est devenue un pays fort à partir du moment où ils ont, eux aussi, fermé leurs frontières. Donc il faut comprendre tout ça. Ce qu'on vous dit de faire, les autres ne font pas. Vous devez donc y réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de tout cela? C'est que les théories néoclassiques, encore très largement dominantes, se sont imposées au même rythme que le capitalisme, souvent pour l'annoncer, le justifier et même lui ouvrir de nouveaux horizons. Aujourd'hui, la théorie économique dominante qu'on appelle science économique, comme je l'ai dit, défend l'optimalité du système de marché, mais les analyses proposées sont fondées sur des hypothèses et postulats irréalistes, comme la rationalité des agences économiques. Si on vous propose un emploi, un qui est un petit peu plus rémunérateur qu'un autre, vous prenez évidemment le plus rémunérateur. Vous ne regardez pas si c'est intéressant ou pas pour vous. Vous allez nécessairement vers le plus rémunérateur. Vous voyez bien que c'est une hypothèse qui ne fonctionne pas, en tout cas pour moi qui n'a pas fonctionné, car quand j'étais jeune, on m'a proposé le triple de mon salaire, mais j'ai préféré être assistant à l'université à l'époque. Donc, je n'ai pas la rationalité néoclassique déjà, avant même de commencer de devenir professeur. Le fameux réalisme économique et social est donc fondé sur des hypothèses très réductrices de l'homme. Seule la puissance du système productif est valorisée, sans se préoccuper de la répartition de la valeur, ni de ce que François Perrault appelait les coûts de l'homme. Les coûts C-O-U-T-S avec un petit accent, pas les coûts de Vox, hein, bien sûr, les coûts de l'homme, et il disait, il faut que l'économie soit capable de nourrir les hommes, soigner les hommes, libérer les esclaves. C'est ça la vérité, c'est pas de produire, c'est de réaliser ces coûts.
On devrait ajouter aujourd'hui protéger les biens naturels fondamentaux, et aussi comme l'eau pure, l'air pur, etc., et respecter le patrimoine non renouvelable de l'humanité. Les indicateurs économiques développent une perversité dont les effets gangrèneront, à mon avis, les générations futures. Ainsi, l'importance accordée au produit intérieur brut. Je l'utilise comme vous régulièrement parce qu'il n'y a pas d'autres indicateurs. Les autres indicateurs, ils sont discutables aussi. En fait, le système économique, on doit regarder évidemment quelle est la qualité de vie des citoyens, quel est le contenu des biens et services entre une économie de satisfaction des besoins et une économie de satisfaction des désirs. C'est totalement différent. Et les conflits entre l'État, l'épuisement de la planète ne sont pas pris en compte. L'épuisement de la planète, qui s'en occupe? Un exemple simple, je vais aller très lentement. Supposez deux pays, A et B. L'un produit 100 et il y a 100 personnes. L'autre produit 100 et là aussi il y a 100 personnes. Mais on n'a pas la même structure si dans le premier pays 80 unités sont possédées par 10 personnes et si dans l'autre pays 80 unités sont utilisées par 90 personnes. L'égalité à l'intérieur de la satisfaction des besoins des gens doit être à minima contrôlée. Si vous avez un produit national de 100 et qu'il y a une personne qui en a 99 et que les autres ils crèvent de faim, vous n'avez pas un PIB qui est intéressant. Vous êtes obligé d'aller regarder quelle est la répartition qu'il y a à l'intérieur. On n'a pas dans ce cas-là, on n'est pas dans les mêmes structures. Ça, c'est le premier élément que je voulais aborder. C'est-à-dire que l'analyse néoclassique pose un certain nombre d'hypothèses que je ne peux pas reconnaître. La deuxième, c'est les entorses au libre-échange par l'expression des rapports de force entre les États. Le libre-échange n'a sans doute jamais existé. L'OMC, mon collègue italien le sait très bien, à la suite du GATT, a développé dès le départ l'idée de la clause la plus favorisée. Ça voulait dire donc qu'il y avait des défavorisés dans les échanges. Et ça veut dire en même temps que l'OMC, dès l'origine, a établi d'ailleurs des exceptions. Exceptions sur l'agriculture, la sécurité nationale, sur les unions européennes, sur les pays en voie de développement éventuellement. Ils ont institué un organe de règlement des conflits qui reconnaît que le libre-échange n'allait pas de soi dans tous les secteurs de l'économie. Cependant, l'OMC reste fondamentalement dominé par l'influence des grandes puissances, notamment des États-Unis, et s'est affaiblie comme elle a affaibli la CNUSED. La CNUSED qui portait souvent les revendications de tous les pays du tiers-monde. Les États connaissent des différends, des conflits, mais aussi des guerres économiques. Les instruments, les armes utilisées sont diversifiés, le boycott, l'embargo, le blocus, le gel des avoirs et des investissements étrangers, les cyberattaques, les sanctions secondaires extraterritoriales des Américains. Dans ce cadre, l'OMC n'a le pouvoir que ce que veulent bien leur concéder les grandes puissances. On n'a pas la capacité à engager aujourd'hui une action à l'encontre de l'OPEP. Pourtant, ce n'est pas de la concurrence. Ils décident eux-mêmes du prix. On voit bien que déjà ça pose problème. Mais en même temps, on ferme les yeux sur les monopoles technologiques des GAFAM. Parfois, certains portent plainte, mais chaque fois, les GAFAM s'en sortent. Mais aussi les paradis fiscaux. Alors, j'aimerais en revenir parce que j'ai beaucoup travaillé sur les paradis fiscaux. Et évidemment, on n'intervient pas sur les problèmes environnementaux, qui vont sans doute être les problèmes les plus importants. Alors, vous me direz, aujourd'hui, il y a les BRICS. Les BRICS arrivent, les BRICS s'élargissent. Ils sont maintenant plus nombreux que les 5 premiers. Mais cette organisation qui est intéressante, elle est pour l'instant négative par rapport au système. Pose la question de la puissance occidentale. Mais le jour où il faudra établir un ordre différent, c'est pas sûr que la Chine et l'Inde vont s'entendre
il n'est pas sûr que le Brésil va s'entendre avec l'Afrique du Sud et que les problèmes seront à nouveau reposés. Vous voyez bien que le système des États pose aussi ce problème. Troisième hypothèse, j'irai très rapidement là-dessus, et s'il y a des questions, je pourrais aborder la question plus facilement. La finance et la spéculation. Nous faisons comme si la finance n'avait pas d'influence sur l'économie. Les accords de Bretton Woods de 1944 confèrent un avantage économique incroyable aux États-Unis. Vous imaginez qu'aujourd'hui, les États-Unis ont une dette publique de 34 600 milliards de dollars. Je rappelle 34 600 milliards de dollars. Je rappelle que le PIB du Maroc est de 145 milliards de dollars. 139 millions de Marocains font 145 milliards de production, et à côté de ça, les Américains se permettent, sans problème, sans que ça leur coûte, 34 600 milliards d'endettement. Bon, ça vous paraît normal, personne ne réagit, tout le monde trouve que c'est normal, on n'en parle plus. En 50 ans, il y a eu plus de 400 crises financières. 400 crises financières. 70 par des dettes souveraines, principalement dans les pays en voie de développement. Pourtant, la finance internationale s'est dégagée pratiquement de tous les États. Aujourd'hui, avec les 3D, l'obtention, la déréglementation, la désintermédiation, le décloisonnement, on peut dire qu'elle dirige quasiment l'économie globalisée. Ce n'est même plus les États qui peuvent dominer. Avec l'innovation financière, tout devient objet de spéculation, à la recherche des meilleurs placements. La question est aujourd'hui de savoir si les banques financent encore l'économie. Quand on mesure le zèle avec lequel elles soutiennent les évasions fiscales rémunératrices et s'engagent dans la spéculation à court terme. L'argent rend fou. Enfin, le jeu spéculatif des fonds de pension, je ne vais pas y rester longtemps, mais les fonds de pension, c'est les fonds des retraités. Et généralement, quand ils opèrent des opérations, c'est pour être immédiatement rentables. Et donc, ils imposent un certain pourcentage sur la valeur ajoutée. Alors, ils vont dire, on prendra 10%. Et souvent d'ailleurs, c'était plutôt 15%. Mais quand prenons 10%, et lorsque la société, parce qu'on lui en demande trop, commence à baisser, eh bien, ils retirent leur bille et vont s'installer dans une autre société. Donc, vous voyez, c'est un problème très important. Et comme dirait l'autre, comme ce sont des fonds de pension, ce sont des retraités, les retraités ne sont pas très concernés par le réchauffement climatique. C'est un autre aléa moral qu'il faudrait réfléchir. Et maintenant, parlons de ce réchauffement climatique, qui m'est très cher. En 2002, la Chine est le plus grand pollueur au monde. 15,3 milliards de tonnes de CO2, contre 5,8 milliards de tonnes de CO2 par les États-Unis, 3,6 pour l'Europe. Par habitant, c'est l'Arabie Saoudite, 21,6 tonnes par habitant. Ensuite, le Canada, pays développé, tout 19,4. La Russie, 17,9. Les États-Unis, 17,5. Et à côté de ça, si vous voulez regarder le Maroc, 1,8. Et qui est-ce qui paye le plus dans ce dérèglement climatique? Ce sont les pays en voie de développement. Je ne dis pas que le Maroc est encore un pays en voie de développement, même s'il l'est encore effectivement au niveau des Nations Unies, comme la Chine d'ailleurs, ce qui pose problème. Vous voyez bien qu'il y a une transition vers une économie climatique qui doit se faire à un moment ou à un autre, et la COP29 qui vient de se terminer est un échec. Cinquième élément, pardon, les inégalités du PIB. Alors, les inégalités du PIB, je vous rappelle qu'il y a quelques années, avec la CNUSED, les pays du tiers-monde, comme on les appelait à l'époque, demandaient un nouvel ordre économique international. Celui-ci n'a jamais pu réellement se mettre en place. Et je dirais que
puisque nous avons un éminent membre de l'OMC. L'OMC a mangé d'une certaine manière la CNUSED, et la CNUSED se fait manger aujourd'hui par les grandes puissances. Autrement dit, il n'y a plus vraiment de grand pouvoir de contestation pour les pays en voie de développement, qui n'appartiennent pas évidemment aux BRICS. Avec la guerre en Ukraine et au Proche-Orient, les dépenses militaires augmentent inexorablement, et cela va poser toute une série d'autres problèmes. On sait qu'aujourd'hui, la sécheresse, la fréquence des coups d'État, le faible niveau de gouvernance de toute l'Afrique pose problème à l'ensemble de l'humanité. Cependant, si les Nations Unies guettent souvent l'Afrique pour dire que c'est un mauvais élève, les études plus concrètes pour savoir quels sont les pays qui sont les plus dangereux ne mettent pas l'Afrique nécessairement aux plus mauvaises places. D'après ce que j'ai pu voir, le pays qui est le plus concerné, c'est la Palestine évidemment, avec la Birmanie, la Syrie, le Mexique, le Nigeria, le Brésil. Et pourtant, quand on parle du Brésil avec Lula, tout le monde a l'impression que ça va mieux. Eh bien non, c'est un pays aussi dangereux plus dangereux que beaucoup d'autres pays. Donc, si vous voulez, il y a un espoir, je pense qu'on vous en a parlé, c'est le rapport alternatif sur l'Afrique, qui a été initié par Samir Amin, et qui est présenté en 2018 pour dire que l'Afrique ne doit pas être analysée sur les critères des pays développés. L'Afrique doit choisir ses propres indicateurs, car d'après ce qu'ils disent, il y a des réflexions idéologiques que nous n'avons pas, qui ne correspondent pas au monde africain, et dans lequel, qui donnent une image floue, en quelque sorte, de ce qu'est l'Afrique. Et notamment, alors c'est eux qui le disent, moi je ne suis pas souvent spécialiste, les indicateurs économiques doivent être aussi croisés avec d'autres mesures, comme les libertés, les solidarités, les conditions de vie authentiques, l'importance des objectifs religieux et des objectifs civilisationnels poursuivis. C'est intéressant, je trouve. Il prône un renversement philosophique, idéologique et méthodologique des analyses proposées par les organisations internationales. Et je propose de déterminer donc les critères qui reflètent la vie réelle de la population. Et je trouve que c'est, en tout cas, une analyse qui me paraît intéressante. Sixième élément, je vais aller plus rapidement, les nouvelles raretés. Alors, les nouvelles raretés, c'est l'air pur, c'est l'eau, c'est les terres rares. Je ne vais pas insister sur les questions là-dessus, je pourrais vous en donner si vous le souhaitez. En fait, il y a une rareté auquel j'aimerais faire parler, parce que pour moi, elle est importante. C'est ce que j'appelle, moi, la rareté artificielle. Elle est particulièrement inégalitaire, avec la mise en place d'une économie de désir et non pas de besoin. Une économie de désir qui concerne les plus riches, pour lesquels tout leur est permis. Et puis après, ce qui reste, c'est pour les autres, et ils doivent se débrouiller avec. Et ça, c'est l'économie des besoins. On a deux décalages. Je m'amusais ce matin en remarquant que j'étais le seul à ne pas avoir de cravate. Mais la cravate, elle est significative de quelqu'un. Quand je m'habille comme ça, je donne une partie de ma personnalité. Mais vous voyez bien qu'on est dans ce cas-là, dans l'économie du désir, mais pas celle du besoin. J'ai besoin simplement de m'habiller. Pas besoin d'avoir une cravate. Mais si je n'ai pas de cravate, je ne suis pas quelqu'un d'important. La vie ne fait pas le moine. Oui, mais vous voyez, par exemple, notre collègue italien, lui, il vient avec un nœud pape. C'est quand même encore plus. C'est quand même, ça a de la gueule, quoi. Nous, vous voyez. Et donc, cette économie des désirs, on vous fait dire, si tu n'as pas ça, t'es pas bien, si tu n'as pas ça, t'es pas bien. Et donc, si on répond à une économie qui est complètement artificielle, une économie qui n'est pas celle de base, celle sur laquelle on peut vivre chacun. Alors, je ne veux pas dire que je sois contre les désirs, bien sûr. Ça veut dire, quand les désirs commencent à écorcher autant les besoins des autres, on doit quand même s'y intéresser. Voilà ma philosophie sur cette question. Je ne vais pas insister, mais septième problème, et ça c'est le plus grand problème,
je pense, c'est l'autocratisme, l'hubris. Et comme le disait mon ami, il n'est pas mon ami, mais en tout cas on pensait, Milan Kundera, pour reprendre son magnifique titre, qui est l'insoutenable légèreté de l'être. L'insoutenable légèreté de l'être. Aujourd'hui, la vraie guerre de leadership entre les grandes puissances, c'est entre les États-Unis et la Chine. On oublie, et ça je l'ai dit, écrit souvent, tout le monde avait oublié que la plus grande puissance nucléaire était russe. Et aujourd'hui, on le paye. Les Américains ont méprisé les Russes. Ils les ont vraiment méprisés, en disant vous n'êtes plus rien. Sauf qu'ils ont la bombe nucléaire. Et que cette bombe nucléaire, aujourd'hui, elle fait peur à tout le monde. La démocratie connaît aussi une crise de légitimité, mais invraisemblable. Tous les organes d'information appartiennent aux hommes qui disposent du pouvoir de l'argent. En France, il y a eu une étude qui a été faite par Le Monde. Sur tous les journaux que l'on a, ils sont pratiquement 5 personnes, M. Arnaud, M. Bolloré, etc., qui en sont les propriétaires. Quelle démocratie parlez-vous? On est informé par qui? On est informé par quoi? Et donc la démocratie connaît, à mon avis, une crise importante. Alors, je ne veux pas trop insister là-dessus, mais il y a un syndrome d'hubris incroyable. C'est-à-dire que les hommes qui sont à la tête des États ont l'impression qu'ils savent tout, qu'ils ont tout compris. C'est une expression qui a été présentée par Freud, qui explique que le syndrome est conditionné par le pouvoir, il se traduit par la démesure et par l'orgueil. Et on le voit aujourd'hui dans tous les gouvernants. Je m'étonne que les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, aux États-Unis, pays d'une importance importante dans le monde, tous les gouvernants, tous ceux qui sont autour de M. Trump sont milliardaires ou millionnaires. Vous trouvez ça que c'est une démocratie? Nous, on appelle ça, dans l'histoire des faits économiques et sociaux, la constitutionnalité en tout cas, on appelle ça une plutocratie. Et que ceux qui sont au pouvoir, c'est ceux qui ont de l'argent. Et évidemment, M. Musk, qui a gagné, qui a une fortune de 350 milliards de dollars, a un produit, un patrimoine qui est 2,5 fois supérieur à votre PIB. 39 millions de Marocains. Vous trouvez ça normal? Je pose la question. Si vous trouvez ça normal, après tout, vous avez le système que vous voulez. Mais vous voyez bien que ça pose un problème. Il vient d'être récusé parce qu'il a demandé pour l'année 2023, il a demandé des dividendes équivalents à 56 milliards. Je dis bien, quand je demande aux gens combien il a demandé, oh ben 50 millions à peu près. Non, 56 milliards. Il vient d'avoir, aujourd'hui, il y a quelques jours plutôt, une juge du Delaware qui vient de contester cela. Je vous rappelle que dans Tesla, etc., dans les affaires de Musk, il y a le fonds souverain de la Norvège qui était contre ces 56 milliards, ils sont allés au-delà. Il faut comprendre ça. Alors quand vous réfléchissez ça et que vous pensez à la stratégie de M. Trump qui s'appelle MAGA, Make America Great Again, franchement, on se sent de plus en plus à l'étroit, non? Vous n'avez pas l'impression, vous, qu'il y a un problème qui se pose aujourd'hui, du bris dans le monde? Et que... Alors, venons-en à Vladimir Poutine, que j'ai rencontré quand il était à la mairie de Saint-Pétersbourg, et que franchement, c'est pas un type très sympathique. Il en va de même pour Vladimir Poutine, qui veut restaurer la Sainte Russie, avec le patriarche orthodoxe Kirill, qui a dit officiellement, et je peux vous dire que moi, j'ai travaillé beaucoup avec la Russie, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont maintenant recteurs, vice-recteurs, etc., mais qui a dit la chose suivante, qui a dit « Dieu a donné Poutine à la Russie ». Dieu a donné Poutine à la Russie pour restaurer l'ordre moral face à la déliquescence de la civilisation
chrétienne, occidentale. Vous voyez, l'hubris, vous voyez les problèmes dans lesquels on est. Enfin, je vais terminer par la possibilité d'une guerre mondiale. Comme dirait Houellebecq sur son île. Il a écrit la possibilité d'une île, hein, donc je m'amuse à en faire le jeu. En fait, nous vivons aujourd'hui aussi dans une nouvelle sphère, le technocolonialisme. Nous sommes tous dépendants de Google. Nous sommes tous dépendants de tous ces outils. Et ces outils-là, c'est peut-être votre sécurité de demain que vous donnez à ceux qui peuvent détenir cette information. Alors, bien entendu, menacé un tout petit peu par TikTok de Chinois, mais vous voyez bien que dedans, le Maroc, la France, tout ça, on n'existe plus. Toute une génération est TikTokée ou est Googleisée. Ça veut dire que toute votre vie, vos Facebook, vos machins, moi, il y a longtemps que je me suis séparé de tout ça, parce que ça veut dire qu'un jour ou l'autre, l'information peut revenir. Vous voyez, nous sommes devenus dépendants. Prenons toujours le problème de la richesse. La France. Un Français normal, compte tenu de sa sécurité sociale, compte tenu de tout ce qu'il a, hein, compte tenu de tout, il paye 52% d'impôts de prélèvement obligatoire. 52%. Le Français médian. Les milliardaires en France en payent 26%. Vous trouvez ça normal? Ben, M. Macron trouve que c'est normal. Vous voyez, une chose simple, on ne va pas discuter longtemps, ouais, c'est normal. Ce sont eux qui nous font nous payer. La justice de le monde est dominée aussi par les puissants. Aux États-Unis, les présidents peuvent grâcer leurs proches, comme Biden, Trump ou Clinton. Joe Biden, avant d'être président des États-Unis, était un élu du Delaware, qui est le plus grand paradis fiscal au monde. Comment vous pouvez encore imaginer ces choses-là? Vous n'avez qu'à regarder les chiffres. Les chiffres que je vous donne, ils sont connus. Mais on ne les publie pas dans les journaux. Ça ne peut pas. Les gens risqueraient d'être en colère. Bon, après tout ça, il y a un film que je vous conseille de voir, je ne sais pas, il était sur Netflix, il s'appelle Don't Look Up, en 2019, et il raconte la crise climatique. Il y a une sorte de grande comète qui va tomber sur la Terre. Les scientifiques disent on peut arriver à la faire bouger et qu'elle échappe. Mais la présidente des États-Unis est influencée par un type qui est un type génial, un Musk, hein, voilà, pas un Musk, un Musk. Et ils décident de rien faire. Et puis quand ils se rendent compte que finalement la Terre va éclater, lui il a préparé une fusée et ils vont dans une autre galaxie et là ils peuvent à 5-6 personnes survivre dans une autre galaxie laissant la Terre se détruire. Alors, vous me direz, c'est incroyable, ça a été réalisé en 2019 et on a l'impression que c'est ce qui se passe aujourd'hui. M. Musk devient le conseiller principal de M. Trump, à qui il doit tout, puisque sa fameuse société SpaceX, comme vous le savez, est financée uniquement sur fonds publics. Et donc, il est là, il va recevoir 30 000 € par mois pour faire cette activité-là. Vous pensez qu'il en avait besoin? Est-ce que ce n'est pas quand même pour changer des lois à son profit? Vous voyez le problème tel qu'il est posé. Alors je pose évidemment de manière un peu orientée, mais c'est aussi pour vous réveiller. Réveiller votre volonté de ne pas accepter ce qu'on vous donne. Et je vous rappelle pour terminer la phrase de mon ami, non, mais quand même, William Shakespeare, c'est pas mal, je peux dire ami, mais je ne suis pas si vieux que ça quand même, mais qui disait « L'enfer n'existe pas, tous les démons sont ici-bas ». Je vous remercie.